Bonjour à tous, aujourd'hui exercice pour se préparer donc au post-bac et notamment aux classes préparatoires avec la démonstration d'inégalité de Hölder. Ici, on a pas mal de textes et ça nécessite d'avoir fait la démonstration d'une autre inégalité, celle qui s'appelle l'inégalité de Young qu'on a démontrée précédemment. D'accord ? Donc je vous renvoie à cette démonstration parce qu'elle nécessite ici une petite partie. On prenait un entier, un réel P, donc strictement plus grand que 1. On avait montré qu'il existait un unique réel Q tel que 1 sur P plus 1 sur Q égale 1. D'accord ? Ça impliquait d'ailleurs que Q était strictement plus grand que 1 et Q est égal à P sur P moins 1. On pourra le redémontrer rapidement si vous voulez en faisant la question petit a. Et on va donc démontrer une jolie inégalité donc, qui permet de majorer l'intégrale d'un produit. D'accord ? Avec ici, présence d'exposant 1 sur P, d'exposant 1 sur Q. Donc c'est pour ça qu'il faut bien avoir le 1 sur P plus 1 sur Q égale à 1. Voilà. Et donc, première question, on va donc utiliser cette inégalité de Young pour montrer ici cette inégalité. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ici, on a un produit. Donc l'idée, elle est évoquée, on vous aide un petit peu. On va utiliser l'inégalité de Young. Alors l'inégalité de Young, elle est valable pour celle qu'on a démontrée pour x et y, donc réel strictement positif. Alors on peut très vite voir que si x ou y sont nuls, de toute façon l'inégalité, elle est vraie. Regardez. Donc généralisons cette inégalité à x et y réel positif. Regardez, si on prend x égale 0, qu'est-ce qu'on a? On a xy qui vaut 0. Ensuite, x puissance p sur p plus y puissance q sur q, eh bien ça vaudra quoi? Si x vaut 0, eh bien il restera yq sur p, qui est bien supérieur ou égal à 0, donc l'inégalité est vraie. Et si y égale 0, c'est pareil. Donc ça veut dire que cette inégalité-là, on va la généraliser. Donc je vais effacer ici la petite étoile. On est sur r plus carré. Donc on peut appliquer quand x et y, quand x ou y est nul. On doit appliquer l'inégalité de Hölder. Donc on a réglé le problème pour x et ou y nul. Par contre, ici, on a f de t fois g de t pour l'instant. Donc nous, on doit utiliser l'inégalité de Young pour des nombres positifs. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, il va falloir régler ce problème. Et donc, petite propriété intermédiaire, c'est que l'intégrale sur un segment d'une fonction, donc si je prends la valeur absolue de l'intégrale, c'est inférieur ou égal à l'intégrale de la valeur absolue. Alors cette propriété, je la démontre. F est entre moins valeur absolue de f et valeur absolue de f. J'intègre sur l'intervalle AB. Donc on obtient l'intégrale de A à B de f entre moins l'intégrale de la valeur absolue de f et intégrale de valeur absolue de f. Si on passe ici, si on veut maintenant encadrer donc la valeur absolue de l'intégrale de f, ici ça sera donc positif, et on aura donc ici inférieur à quoi? Eh bien quand on a x entre a et b, la valeur absolue de x, elle est inférieure ou égale au max de la valeur absolue de a et de la valeur absolue de b. D'accord? Donc ici, quand j'utilise ça avec mon encadrement, j'obtiens donc inférieur ou égal au max donc de valeur absolue, de valeur absolue de moins l'intégrale de valeur absolue de f. D'accord, je vais tout écrire, et comme ça, vous allez voir que c'est très simple. Et la valeur absolue de l'intégrale de la valeur absolue. Et donc ici, ce moins va sortir, donc il ne nous reste qu'une seule chose à gauche, c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de l'intégrale de la valeur absolue de f, mais l'intégrale de la valeur absolue de f, c'est positif, donc en fait, ici, je peux enlever, il me reste ceci. Donc j'ai bien la valeur absolue de l'intégrale de f qui est inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue de f. Toujours sur AB, je n'ai pas mis A et B partout, pour compléter. Donc ici, ça nous donne quoi? Si j'applique ça ici, donc la valeur absolue de l'intégrale du produit, c'est inférieur ou égal à l'intégrale de la valeur absolue. Ici, je vais même valeur absolue d'un produit, c'est le produit des valeurs absolues, donc là, je peux même rajouter ici les valeurs absolues, c'est valeur absolue de f fois valeur absolue de g, et je vais pouvoir appliquer l'inégalité de Young. Et je peux appliquer donc au produit valeur absolue de f fois valeur absolue de g. Le problème, c'est que je n'ai pas du tout de lambda qui apparaît. Et moi, dans mon l'inégalité qu'on me demande de montrer, on a du lambda en haut ici et un lambda p en bas. Donc, astuce, eh bien, on va ici transformer ça. Et c'est pour ça qu'il faut un lambda donc strictement positif. Parce que je vais pouvoir, pour f, vous voyez, il est en haut. Donc, on va mettre lambda fois f de t. Et donc, pour g, on va mettre g de t sur lambda. Voilà, effectivement, à chaque fois, on a bien donc ça qui est donc supérieur ou égal à 0,
et ça qui est supérieur ou égal à 0. Je peux donc appliquer l'égalité de Young. Ça me donne donc inférieur ou égal, alors on a un produit, donc lambda f de t puissance p, alors ça, eh bien vous voyez, ça va faire lambda p, ça c'est parfait, f puissance p de t sur p, plus, donc y, je l'applique à lui, j'ai donc g à puissance q de t sur lambda puissance q, et il y a le q qui est d'une propriété, on a ça. Donc là, on est pas mal du tout. On n'y est pas encore. Alors, pardon, j'ai oublié les valeurs absolues. Donc ici, je vais être très précis parce que j'applique ça sur les valeurs absolues. Donc, j'ai la valeur absolue à la puissance p, mais on peut rentrer les puissances, d'accord? Et pareil ici, donc j'obtiens ceci. Alors, on n'est pas si loin que ça, parce que maintenant, il suffit plus que d'intégrer sur l'intégrale AB, sur l'intervalle AB. Et si j'intègre, hein, eh bien, une égalité est conservée, bien sûr, et là, j'aurai donc l'intégrale de ça, une somme, donc c'est la somme d'intégrale. Ensuite, je peux sortir lambda p et sur p, parce que c'est la linéarité, donc j'aurai effectivement lambda p sur p, intégrale de a à b de valeur absolue de f de t. Alors j'avais sorti, j'avais rentré la puissance, mais on peut tout à fait sortir, ça ne pose pas de problème. Comme ça, je suis bien sous la forme qu'on me propose. Plus, donc, on avait effectivement 1 sur lambda puissance q fois q, intégrale de a à b, de g de t, puissance q dt. Et on a montré ce qu'on voulait, vous voyez? Donc, important, hein, regardez l'objectif, vous voyez, on a été obligé, ici, bien sûr, de faire apparaître un lambda en haut, un lambda en bas, d'où la nécessité d'avoir un lambda, donc, dit non nul. On vérifie bien ici qu'on utilise l'inégalité de Young pour des x et y qui correspondent, donc il faut ici, on a généralisé pour x et y supérieur ou égaux à 0. Donc pour ça qu'il n'y a pas besoin de savoir si f ou g s'annule, ce n'est pas grave. Et comme il faut des nombres positifs, on a pris les valeurs absolues. Donc tout ça, c'est plein de petits endroits où il faut être très précis. C'est ça en fait, hein, le post-bac, il faut devenir précis. On applique les propriétés de façon très rigoureuse en regardant bien les domaines d'application de ces propriétés. On précise aussi que f et g étant continus, hein, les valeurs absolues de f, valeurs absolues de g et valeurs absolues du produit sont tout à fait intégrables, il n'y a aucun problème. Pareil pour les puissances, hein, la puissance p, aucun problème d'intégration donc sur le segment AB. Et pour la conclusion, on avait donc ceci qui était inférieur à l'intégrale des valeurs absolues, hein, et donc ici, par transitivité, on a bien donc valeur absolue d'intégrale de f de t, g de t dt, qui est inférieure ou égale à cette intégrale, qui elle-même est inférieure à ça, donc on a bien la propriété qui est démontrée. Alors maintenant, on va utiliser ce qu'on vient de faire pour déterminer le minimum d'une fonction. Cette fonction, c'est la fonction psi, qui à lambda associe cette chose-là. Alors, on va dériver. Donc pour dériver, on va quand même justifier rapidement que c'est dérivable. On a deux fonctions très simples. Celle qui a lambda associe lambda puissance p sur p, c'est un polynôme dérivable sur r plus étoile. L'autre, 1 sur q, lambda q, c'est une fonction rationnelle, donc dérivable aussi sur des lambda strictement positifs. Donc psi, hein, est dérivable. Ça veut dire que on va trouver la dérivée, donc psi prime est donc égal à, donc lambda p à dériver, c'est p lambda p moins 1, donc le p va se simplifier, il me restera lambda p moins 1, multiplié par un coefficient, d'accord, un coefficient ici positif, plus, alors la dérivée de 1 sur q lambda q, alors le 1 sur q va rester, pour l'instant on dérive 1 sur lambda q, la dérivée, alors rappelez-vous, la dérivée de 1 sur xn, quand on dérive c'est moins n, donc moins n sur xn plus 1, donc ici ça va me faire rien moins. On aura q en haut, donc les q vont se simplifier, et on aura donc lambda puissance, donc q plus 1, fois donc l'intégrale de la b de la valeur absolue de g de t puissance q dt. Donc ici on va simplifier, il n'y a plus ici q qui traîne, donc on a ceci moins 1 sur lambda puissance q plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Alors là, il y a un petit peu de précision à apporter, parce que je vais avoir besoin de diviser ici par l'intégrale de la valeur absolue de f de t puissance p dt, donc il faudrait que ça soit non nul. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que, déjà, si la fonction, hein, si f est la fonction nulle sur AB, ou si g est la fonction nulle sur AB, déjà, l'inégalité qu'on veut démontrer est évidemment vraie, puisque l'intégrale à gauche, elle est nulle. D'accord? Donc ça ne pose absolument aucun problème. Donc on va pouvoir considérer dans notre exercice que f et g ne sont pas totalement nuls sur intervalle AB. Et comme elles sont continues, ça a une conséquence, hein, c'est que si f n'est pas la fonction nulle sur AB, son intégrale
hein, l'intégrale de la valeur absolue est forcément différente de 0. Ça, c'est des propriétés importantes. Hein, parce que, effectivement, étant continu, alors je vais vous faire une petite explication rapide. Hein. Si la fonction f est non nulle sur AB, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où la valeur absolue de f sera non nulle, qu'elle vous imaginez ici. Et par continuité, eh bien, on voit bien que eh bien, l'intégrale qui représente, si l'intégrale de la valeur absolue de f, eh bien, si je dois tracer la valeur absolue de f, il y a forcément ici, même si elle est quasiment nulle partout, le fait d'avoir un point qui est décollé de l'axe horizontal, vous avez forcément ici une petite surface qui va se créer. Et donc la continuité de f et la non-nullité en un point implique que l'intégrale absolue est non nulle. Donc ici, on va pouvoir considérer, d'accord, maintenant dans le reste de l'exercice, je vais travailler ici avec cette intégrale ici strictement positive et celle-ci strictement positive. Considérer que f et g ne sont pas nulles partout, parce que quand elles sont nulles partout, notre inégalité de Hölder, elle est évidente. Donc ça va me permettre, vous allez voir, de diviser par ces deux intégrales. Et je vais partir à la recherche des limites. La limite en plus l'infini, la limite en moins l'infini. Une première chose, je vais avoir besoin, pour que vous compreniez bien les limites, de a puissance b à puissance b. Une autre façon d'écrire, c'est exponentielle de b ln de a. Et ça, c'est quand a est strictement positif, vous pouvez toujours utiliser cette notation exponentielle. Donc, ça veut dire qu'ici, quand je vais chercher la limite en plus l'infini, regardez, j'ai en fait le lambda puissance p moins 1. P est plus grand que 1 strictement, donc p moins 1 est positif. Et ça, c'est exponentielle donc de p moins 1 ln de lambda. D'accord? Regardez, p moins 1, c'est positif. Ln de lambda, si je suis en plus infini, ça tend vers plus infini. Donc par composition, la limite, donc quand lambda tend vers plus l'infini de lambda, donc p moins 1, c'est donc plus l'infini. Si je prends lambda puissance q plus 1, ben ça tend aussi vers plus infini, d'accord? Q plus 1 est positif, donc en l'inversant, ça tend vers 0. C'est-à-dire que la limite de 1 sur lambda q plus 1 est égale à 0. Et donc, comme mon coefficient est strictement positif ici, eh bien la limite de psi prime en plus l'infini, c'est donc plus l'infini. Voilà. D'accord? Important d'avoir un coefficient ici strictement positif. Maintenant, la limite en 0 plus. Ça donne quoi? Donc ici, lambda tend vers 0 plus. Donc, voilà. Ça, on a donc P-1 qui est positif. Ln de lambda va tendre vers moins l'infini. Donc dans l'exponentielle, ça tend vers moins l'infini. Je compose avec l'exponentielle. L'exponentielle en infini, ça fait 0. Donc ça tend vers 0 cette fois-ci. Et lui, par inversion, c'est du 0 plus, va tendre vers plus l'infini. Donc dans mon psi prime ici, donc le premier va tendre vers 0. Et ici, comme j'ai une intégrale ici qui est non nulle, qui est strictement positif, il y a un moins là, eh bien, ça va tendre vers moins l'infini. D'accord? Donc la limite de psi prime en 0 plus, c'est moins l'infini. Et avec ces deux limites, si vous rajoutez que psi prime est continu sur 0 plus infini, et bien là, avec un beau TVI, ça veut dire que l'équation psi prime de lambda égale 0 admet au moins une solution sur donc 0 plus l'infini. Alors on va aller chercher cette solution. Donc on va résoudre. Maintenant, on résout psi prime de lambda égale à 0. Et ça donne ceci. Et c'est là que je vais pouvoir diviser par mon intégrale. Ça veut dire qu'en mettant en haut, on aura lambda puissance. Donc p moins 1 plus q plus 1 qui va être égal au rapport de mes deux intégrales. Celle-ci, pardon, à gauche, c'est g. À droite, pardon, c'est g. Et en dessous, intégrale de b de f de t p dt. Là, on va travailler cette petite puissance. Alors, rappelez-vous, on vous a dit que au départ, 1 sur p plus 1 sur q valait 1. Donc, si je mets au même dénominateur, ça fait p plus q sur p fois q égale à 1. En faisant un petit produit, p plus q vaut p fois q. Donc ici, bon, les moins 1 disparaissent, il me reste lambda puissance p fois q. P fois q est strictement positif, donc je vais pouvoir ici prendre la puissance 1 sur p fois q. En fait, c'est des exponentielles qu'on inverse. Et ici, j'ai mon rapport de deux intégrales. Regardez, si on a x puissance alpha égale y, si je passe à l'écriture exponentielle de alpha ln de x
égale y, donc effectivement, ouais, soit strictement positif. Ici, donc, nous, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est x en fonction de y, donc je dois me débarrasser de l'exponentielle. Donc, ça veut dire qu'ici, je passe au grec, ça fait alpha ln de x égale ln de y. Donc, déjà, ça impose y strictement positif. Donc, ça veut dire que ln de x égale 1 sur alpha ln de y. D'accord? Donc, on va mettre y à la puissance 1 sur alpha, et ça donne x égale y à la puissance 1 sur alpha, vous voyez? Donc ici, on a du 1 sur p fois q. On remarque donc qu'il y a unicité de la solution, c'est qu'une expression, donc il n'y a qu'une solution qu'on va appeler lambda 0, et on peut faire le tableau de variation de notre... Enfin, le tableau de si, notre fonction si'. Donc lambda varie entre 0 et plus l'infini, on a notre lambda 0 qui est ici, si' s'annule ici, avec les limites, on avait ici une limite qui était moins l'infini, et de l'autre côté plus l'infini, donc par continuité, ça veut dire qu'avant c'est toujours négatif, et après c'est toujours positif. Et donc psi, en fonction de là, c'est donc décroissant et croissant. On a donc un minimum ici qui est atteint en lambda 0. Alors ici, j'ai déjà remplacé donc dans l'expression de psi lambda par lambda 0, ça me donne ceci. Il y a un petit jeu ici qui est intéressant sur les exposants, parce qu'ils vont se multiplier. On a 1 sur pq et on aura fois p. Donc le p va disparaître, il me reste 1 sur q pour le premier, et pour le deuxième, c'est la même chose, mais c'est le q qui va disparaître, il me restera 1 sur p. Maintenant, je remets un petit peu ça en forme. J'ai un quotient ici à puissance 1 sur q, je sépare. Alors, j'ai une intégrale en haut de g de t puissance q. Le tout à puissance 1 sur q. Pareil en bas avec f puissance p, mais ici exposant 1 sur q. Et j'ai ici une même intégrale, mais avec un exposant ici, qui est en fait exposant 1. Donc je vais ici monter ceci, et j'aurai ici un exposant 1 moins 1 sur q. Et ça m'enlèvera ceci. Pareil ici, j'ai dessous une intégrale donc de valeur absolue de g de t, valeur absolue de puissance q dt, exposant sur q. Ça, je vais l'enlever et le mettre en haut, avec ici à la puissance 1 moins 1 sur p. Rappelez-vous que 1 sur p plus 1 sur q vaut 1. Donc 1 moins 1 sur q, ça vaut 1 sur p. Et 1 moins 1 sur p vaut 1 sur q. Ça, c'est bien. Donc, j'obtiens ici 1 sur p. Alors, j'aurai donc l'intégrale de AB de g de t puissance q dt à la puissance donc 1 sur q. Ça, c'est pas mal parce que dans mon inégalité de Hölder, il y a ce terme-là, je crois. Alors, il n'y a pas le bon coefficient, mais on va voir. Ensuite, ici, j'ai l'intégrale de AB de valeur absolue de f de t puissance p dt à la puissance 1 sur p. Ensuite, 1 sur q, comme un très très bel exercice, on y arrive. Voilà, p dt à la puissance 1 sur p, et là j'ai ma dernière intégrale, intégrale de AB de valeur absolue de g de t, dt à la puissance q, et là j'ai une puissance 1 sur q. Ce qu'on remarque ici, c'est qu'on peut factoriser, ici il y a deux fois la même intégrale, c'est celle-ci, celle-ci et celle-ci, vous avez deux fois la même, donc on peut factoriser. Et donc si je factorise, j'obtiens intégrale de AB, donc de... ça c'est mon facteur commun, voilà, 1 sur Q. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai 1 sur P, et vous remarquez qu'ici, ah ben on a aussi, ben c'est aussi la même intégrale. Donc en fait, j'aurais pu factoriser directement par deux facteurs communs, celui-ci et celui-ci en fait. Oui, c'est tout. Bon, on a fini. Ça donne en fait ceci, regardez. Ça veut dire que j'ai l'intégrale donc de A à B, alors je vais commencer par f, de valeur absolue f de t, puissance p dt, à la puissance 1 sur p, multiplié par mon autre facteur commun, cette fois-ci la valeur absolue de g de t, puissance q dt, à la puissance 1 sur q, et quand je factorise, j'ai 1 sur p, ah ben c'est génial, parce que ça fait 1 sur p, plus 1 sur q, et 1 sur p plus 1 sur q, c'est égal à 1. Et donc on a bien trouvé que notre minimum, c'est donc ce produit de deux, ici, puissance un peu particulière. Et donc, comme c'est le minimum, ça veut dire que pour tout lambda strictement positif, phi de lambda est donc supérieur à ce minimum, et donc supérieur à ceci.
Et si on écrit ça, eh bien ça donne exactement l'inégalité de Holder. Il reste à faire une conclusion propre. Alors, on avait montré quoi? On a montré que, c'est la question 1, pour tout lambda strictement positif, on sait que l'intégrale de A à B, donc de f de t, g de t, dt, elle est donc inférieure ou égale à psi de lambda. Ça, quel que soit lambda. Donc, c'est vrai pour lambda 0. Donc, ça veut dire que l'intégrale de A à B, de f de t, g de t, il n'y a pas de valeur absolue ici, dt, elle est donc ici inférieur ou égal à psi de lambda 0. Et donc, on a calculé psi de lambda 0, ça veut dire qu'ici, c'est donc inférieur ou égal à exactement 1. Ça donne exactement une égalité de Holder. Alors d'ailleurs, vous remarquez que, en fait, on n'a pas utilisé l'idée que lambda 0 est un minimum, on a juste utilisé la valeur, donc, psi de lambda 0, qui, finalement, tout suffit pour montrer donc l'inégalité de Holder. Voilà, donc on a terminé, on avait montré pour f et g que si f et g étaient nuls, ben, c'était vrai, l'inégalité, il n'y a pas de problème. Ici, on a montré que si elles ne sont pas nulles, eh bien, l'inégalité est vraie aussi, donc elle est vraie tout le temps, donc on pourrait l'utiliser. Alors, c'est pas des choses à retenir, c'est des choses qu'on démontre. Alors, la démonstration est très très compliquée pour les élèves de terminale, mais ça montre un petit peu à quel point, parfois, eh bien, quand on est dans le post-bac, il faut être ultra rigoureux, chaque étape doit être justifiée, il faut vérifier que les lambdas sont non nuls, que les intégrales sont non nulles. Vous voyez, tout ça, avec il y a un jeu sur les exposants avec la notation donc A puissance B, qu'il va falloir apprendre à bien maîtriser cette chose-là, quand A est strictement positif. Donc tout ça, c'est des choses dont vous allez avoir besoin, que vous allez rencontrer dans le post-bac. C'est un bel exercice quand même, vraiment. Donc j'espère que ça vous a plu, à très bientôt.